Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous devons vous dire que lorsque ça marche, nous sommes là pour dire que ça marche. Lorsque ça ne marche pas, nous resterons toujours là pour dire que ça ne marche pas. Ici, on doit améliorer. Les services, il y a communication, il y a chef de l'État et comico. Mais ma chef de l'État dans l'Iboulou et comico bimisa makamo oyokozala mutuya atamukete. Nous ne sommes pas là pour chercher le poste. Au niveau de service, il y a communication et chef de l'État, mais nous sommes là pour proposer des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens nous suivent plus que les services de communication et chef de l'État. J'ai l'impression que les journalistes que nous sommes, le responsable de médias en ligne, nous communiquons mieux pour le président de la République que ceux qui sont payés bien sûr pour ça au niveau de la présidence. Je vais vous révéler des choses. Alors sur ce, vous allez suivre Jean-Marie Kassamba en train de recadrer le service de communication et chef de l'État. Souvent, mais sur ce point de vue, nous sommes rendus compte que Jean-Marie Kassamba est dans le vrai. Et il est en train de dire des choses vraies qui vont contribuer à l'image de notre président, Félix Tshisekedi. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons parler également, Nalikambo, il y a FCC en train de se renforcer, en train de chercher à comment mettre des stratégies en place pour gagner les élections en 2023. Vous allez également suivre les analyses. Il y a Jean-Marie Kassamba. Au sujet, il y a Joseph Kabila. Au sujet, il y a Bagbo. Vous allez suivre également Jean-Marie Kassamba. Au sujet, il y a Matali Lamouka en République démocratique du Congo. Et nous également, nous allons conclure juste à la fin, après cette interview ou cet entretien de Jean-Marie Kassamba ensemble avec son journaliste sur l'espace 50, alors nous allons conclure et vous donner notre point de vue également. Restez branchés, suivez cet entretien de 42 minutes avec Jean-Marie Kassamba. Certainement, il a communiqué sur certaines choses positivement, sur d'autres non. Et nous reviendrons encore sur ce plateau pour donner notre point de vue ou nos points de vue ensemble avec Eric Tshiswaka. Suivez Jean-Marie Kassamba dans cet entretien. Du point de vue communicationnel, ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que il faut anticiper les actions, les planifier sur le plan de la communication et surtout communiquer au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que le président aille à l'Est, il aurait fallu expliquer à la nation pourquoi il va à l'Est. Ce n'est pas seulement pour aller auprès de nos compatriotes de Goma notamment, qui ont été attristés, même je dirais traumatisés par le volcan, mais aussi faire le point sur l'état des sièges, mais également répondre à l'appel des enfants, des bénis par exemple, qui avaient manifesté autrefois. Et ce travail n'a pas été fait d'une manière beaucoup plus structurelle. Ce qui aujourd'hui concourt à dire que quand le président arrive, notamment à Goma, on n'a pas précédé cela par l'identification des sites, la présentation de ce que le président est venu donner à ses compatriotes, parce que c'est lui le père de la nation, en termes d'assistance. Qui a affirmé, vidéo à l'appui, qu'il n'était pas au courant de certaines choses, dont la violence exercée sur les enfants qui réclamaient sa vie. J'allais arriver là. Ça, c'est très, 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 très important. Très important, pourquoi? Parce que la communication, c'est surtout cela. Lorsque, par exemple, en ce qui concerne les enfants, il y avait un tweet du président, qu'il avait dit d'ailleurs durant une conférence de presse, que les enfants cessent de rester là. Cette parole-là est restée. Et effectivement, c'est ce qui a poussé les militaires et les policiers à aller évacuer les enfants. Ou demander aux enfants de rester parce qu'ils ont compris que le commandant suprême avait dit il faut que les enfants cessent ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, quand on prend un de ces enfants comme représentant pour parler au président, il aurait fallu le préparer. Ce que ça veut dire,
faire des fiches au président pour dire voici la situation était comme ceci, vous avez à l'époque initié ou demandé, conseillé aux enfants de quitter, la police avait peut-être exagéré. Donc le président pouvait faire un mot en avance pour dire voilà, il y a eu maladresse de la police. Avant que l'enfant ne prenne la parole. Oui, pour anticiper, pour étouffer une certaine revendication. Le fait par exemple que l'enfant dise au président que voici vos policiers, voici l'armée, nous a maltraités, etc., 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 c'est déjà une accusation. Ça, c'est un. De deux, le fait que le président demande pardon, ça c'est bien, c'est un papa qui accepte ça. Mais qu'il dise que je n'étais pas au courant, ça c'est pas bon. Pourquoi? Du point de vue de la communication, le président est censé tout savoir. Il a la NER, il a la DEMIAP, il a l'administration du territoire. Maintenant que ces coins-là est sous l'état des sièges, ça veut dire qu'en temps réel, il y a un desk qui lui fait le point sur le plan social, culturel, militaire, sécuritaire, etc. Il a des fiches quant à ceux. Donc, on ne peut pas... Enfin, cette phase-là, il faut la rattraper le plus rapidement possible. Deuxièmement, du point de vue de l'armée, de nos services, même s'il y a des dysfonctionnements au niveau de la police, le président ne peut pas dire qu'il y a eu magouille, parce qu'il est le commandant suprême des forces armées. C'est-à-dire celui qui, non seulement s'il constate à travers l'attaché militaire, à travers le chef d'état-major, à travers le ministre de la Défense, à travers, même je dirais en ce moment, le gouverneur militaire, des dysfonctionnements, en temps réel, les sanctions sont prises. Il y a même l'auditorat militaire, la justice militaire qui est là pour faire tous rectifier toutes ces situations-là. Et donc, s'il y a des dysfonctionnements, ces dysfonctionnements doivent être gérés par l'administration militaire. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que je disais que du point de vue de la communication, les services doivent aider le président. Les collaborateurs, les conseillers stratégiques, les conseillers militaires doivent aider le président. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en langage beaucoup plus simple? La population va peut-être se rendre compte que le chef est de très bonne foi. Il aimerait que les choses aillent dans le bon sens, que ça se passe plutôt bien, mais les gens qu'il envoie, les délégués qu'il envoie, ou l'administration, son administration, ne fait pas le travail en bonne et due forme. Donc les gens voudraient maintenant, cette fois-ci, avoir un canal plus direct entre la population et le président. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait rire, m'a envoyé un petit message ce matin pour dire, mais est-ce qu'il faudra encore un haut représentant du chef d'État auprès de l'armée? Non, parce qu'il a déjà tous les services, il donne quant à ceux. Et donc, du point de vue, comme je l'ai dit au début, stratégique, il a le courage, enfin, propre vous voyez, les Kassaïens, le président, enfin, comme son père, hein, c'est très courageux. Il est allé au front, il n'a pas eu peur, ça c'est très bien. Maintenant, il faut gérer ça sur le plan de vue de la communication. Communication. On va faire ça à l'emporte-pièce. Oui, parce que il est arrivé, on va dire, tout n'est pas spontané. Tout n'est pas spontané, il ne faut pas tout dire, parce que aujourd'hui, à l'ère du numérique, on archive tout. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, la gestuelle par exemple. Je vous ai suivi ce matin, vous parlez de l'enfant. Bon, cet enfant, du point de vue de la compassion, oui, le survivant, etc., on pouvait tout simplement faire un reportage. La RTNC par exemple, vous pouvez faire un reportage, voici, rescapé, aller voir là où étaient ses parents, etc., etc. Gérer cette situation en coulisses. Parce que ça fait parler les gens. Bien évidemment. Et ça allait même attirer de la compassion. Mais porter l'enfant anonymement, on ne sait pas tout ce qu'on a expliqué après, ce n'est pas bien, ça sent téléphoné, ça sent voilà, mise en scène, et ce n'est pas bon. Et Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kassamba, qui n'a pas connu de moments faciles depuis quelque temps, on ne le dit peut-être pas assez, je vais énumérer pour vous les négociations que nous avons, dont nous avons parlé dernièrement, Égypte, Soudan. Il n'a pas eu le soutien du Qatar comme attendu. J'ai lu des nouvelles de Barnabé Kikaya tout à l'heure. Il s'est passé également cette affaire du Gabon, Conseil de sécurité, cette annulation. Encore un énième échec. Ici, à l'interne, au niveau du pays, on va parler de cette majorité qui balbutie. On ne sait pas si elle est vraiment à la botte de Félix Tshisekedi ou bien pour la cause de Félix Tshisekedi. Il les reçoit, il parle frontalement avec
que des sujets, mais quand ils se retirent, ils font autre chose. On a l'impression que petit à petit, les masques sont en train de tomber et que Félix Tshisekedi ne maîtrise pas vraiment la situation comme on le pensait il y a quelques mois, selon Jeune Afrique et tous les autres médias. Bon, je pense qu'être président, c'est pas facile. D'abord, être président, c'est pas facile. Et être président de la RDC, c'est encore moins facile. En tout cas, il a le mérite d'abord de tenir depuis 2 ans et demi maintenant. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais, encore une fois, c'est une affaire aussi d'équipe. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à nos confrères l'autre fois, qu'il donnait raison à Joseph Kabila lorsqu'il parlait des 15 collaborateurs. Lui aussi, je ne sais pas s'il en a combien, qui puissent l'aider dans cette machine. Est-ce que vous savez par exemple qu'au niveau de l'Union africaine, son administration, c'est-à-dire le desk qui gère l'Union africaine, on ne sait pas ce que ce desk a fait. Hein, Daiwet, tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut. Aucun communiqué de presse, aucun rapport, on ne sait pas ce que le président fait. Bon, ça c'est... Les mandats au niveau de l'Union africaine est en train de se terminer, on ne sait pas. Deuxièmement, sur le plan politique, la personne lige qui jouait le rôle, c'est celui qui vient de nous quitter, Kitenge-Yezu, qui était un peu l'un des architectes de l'Union sacrée, avec Bahati Lukwebo, avec des gens comme les Guy Londo, ou le groupe des 13. Il n'y a pas eu à la fois la charte de cette union sacrée pour un peu canaliser tout le monde. La mort de Kitenge-Yezu a, on va dire, fait déclinguer un tout petit peu la machine, ce qui fait qu'il y a maintenant des animosités qui ressurgissent. Les espoirs créés hier pour l'adhésion à l'union sacrée chez les uns, premier couac, le gouvernement. Deuxième couac, lorsque on commence maintenant à redistribuer les cartes. Les gens se rendent compte que finalement on n'adhérait pas pour grand-chose. Il faut maintenant se positionner. Aujourd'hui, il y a l'antagonisme entre qui? Kabound, Bahati. Oubliant que Bahati, c'est l'un des architectes de l'Union sacrée. Il a à la fois identifié la majorité, mais aussi c'est lui qui a canalisé au niveau des sénateurs pour que tout ceci aille dans le sens du président. Mais, lorsqu'on redistribue les postes, lorsqu'on laisse le parti du gouvernement, ça veut dire l'UDPS, s'attaquer aux piliers de l'Union sacrée. Le pilier, c'est qui? C'est Moïse Katumbi, avec le fameux dossier de la Congolité. Katumbi rentre maintenant dans ses cordes et lâche les loups. Vous avez vu que, pour une fois, des élus du Katanga, du Grand Katanga, de l'Union sacrée, ont fait un communiqué commun pour dénoncer la Congolité. C'est un peu une espèce de défense des Katumbi, sans le dire. Lorsque on confirme la condamnation des Camérés, 13 ans, vous voyez que le secrétaire général, Billy Kambale, dit voilà, nous aussi maintenant on va aller dans la rue, nos participations en réunion. Et en même temps, les personnes qui étaient autrefois en quelque sorte comme expertes, comme Matata Mponyo, qui a été consultée notamment pour le programme du gouvernement, on lâche aussi des missiles sur lui au niveau du Sénat, oubliant que l'inspection générale des finances avait stigmatisé le Sénat. N'est-ce pas? Le Sénat s'est rempli à la fois des gens de l'Union sacrée, mais aussi de ex-FCC, enfin de FCC, et puis de Bahati Lukwebo qui était dans l'administration de Bukanga Lonzo. Et donc, par solidarité, par corporatisme, ces sénateurs ont dit, si on ouvre la brèche de Matata Mponyo, eh ben, ça va aller crescendo pour les autres, on ne sait pas comment ça va se faire demain. Et donc, il n'aurait pas fallu laisser le président recevoir les sénateurs et leur dire ce qu'il doit faire par rapport à la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Vous voyez? Et une autre erreur encore, c'est de laisser 2 piliers de l'Union sacrée, Steve Mbikai, qui demande maintenant la suppression du Sénat. Et il y a un autre aussi, je ne sais pas qui voudrait aussi qu'on puisse réduire les institutions budgétivores. C'est Kabound. Jean-Marc Kabound. Oui. Alors, si vous voulez qu'on
supprime ce qu'on appelle les organismes, ou plutôt les structures d'appui à la démocratie, qui ont fait un peu le tampon de 1+4, qui ont fait le tampon de cette constitution. Ça veut dire Conseil économique et social, CENSA, le Sénat. C'est une boîte à Pandore, parce que quand vous allez... On parle même des assemblées provinciales. Mais bien évidemment. Mais tout ceci qui a fait l'ossature que on a essayé de recaser les uns et les autres, parce que la RDC est un pays des compromis, pas des compromissions, des compromis. C'est-à-dire que toutes les provinces doivent se retrouver. Voilà, c'est ça qui fait tempérer un peu les ambitions, ou plutôt les velléités des uns des autres. Alors, vous dites, on supprime tout ceci pour garder quoi? Que le président ait le main-livre pour tout faire. Dont la loi qui a été retoquée au niveau de l'Assemblée nationale. D'habilitation. Oui, parce que les députés ont senti que ça devait être maintenant la carte blanche. Justement, vous avez cité Kaboun, vous avez cité Bahati Lukobo. Dans l'Union Sacrée, il y a également Christophe Mbosso, qui s'affiche désormais plus militant même que Jean-Marc Kabounda Kabound. Parce que les députés sont en train de dénoncer son comportement par rapport à ce recours au niveau de la Cour constitutionnelle, par rapport à ce rejet du vote de loi d'habilitation. Ça s'appelle le forcing. Ça s'appelle le forcing, et quelque part, ça va encore fragiliser l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce que les gens qui se sont alignés derrière Mbosso pour faire tomber Mabunda, etc., ces gens-là pensaient que Mbosso allait être un peu, je dirais, le fédérateur, à la fois de ceux qui ont adhéré, mais ceux qui sont restés. Président de l'Assemblée nationale veut dire, vous êtes le pouvoir législatif qui doit être là pour contrôler l'exécutif. Mais si vous faites maintenant la politique de l'exécutif, vous allez maintenant caporaliser l'Assemblée. Et donc, cette loi allait donner main libre, ce qu'on appelle présidence par ordonnance, une présidentialisation de la République, qui fera que c'est au-delà de la Constitution. Donc, autrement dit, si les gens veulent qu'on récupère rapidement la situation, il faut une séparation nette des pouvoirs. Pouvoir exécutif qui doit faire son travail de l'exécution. Pouvoir judiciaire qui ne doit pas être aujourd'hui... Vous voyez que, par exemple, le militantisme de l'IGF ou une certaine théâtralisation de la justice, ça énerve à la fois l'opinion, même si les gens ne disent pas assez, mais aussi la classe politique. Ensuite, le pouvoir législatif. Parce que ce pouvoir législatif, c'est lui qui doit travailler sur, notamment, les lois et les réformes. L'Église catholique et l'Église protestante s'opposent déjà à la loi sur la CENI, et ça fragilise le processus électoral. D'où l'information capitale qui est passée inaperçue. Justement, j'allais vous poser cette question-là. Oui. Beaucoup de gens n'ont pas voulu voir ou n'ont pas suffisamment parlé de cela. Il y a un diplomate américain qui a fait une ronde ces derniers jours, ces dernières heures, auprès de quelques leaders politiques, et il a insisté sur la cohésion. Qu'est-ce que cela augure? On sait que vous connaissez déjà tous ceux qui sont là ici à Kinshasa, notamment Nzita ou Peter Pham, les habitués qui sont toujours là, mais ce diplomate de plus de l'administration Biden. Alors il faut comprendre que il faut faire de bonnes analyses et comprendre comment les choses évoluent au fur et à mesure. Au début, les États-Unis étaient les soutiens primordiaux ou les soutiens primordiaux à Félix Tshisekedi. Vous avez vu le militantisme de Mike Hammer, qui faisait les tours de cités new-africaines, il faisait des tweets, il proclamait, etc. Et il voulait aller au fur et à mesure pour voir la capacité de mieux gérer la situation. Et c'est lui-même qui a encouragé Mike Hammer et les Américains cette séparation du FCC. Quand on a parlé de tempête, etc., tout ceci était bien programmé, etc. Mais ils se sont rendus compte que ça ne s'est pas bien passé comme prévu. Aujourd'hui, la première personne importante de l'administration Biden, dépêchée ici, c'est sous-secrétaire d'État en charge, pas du développement, pas sur le plan géostratégique, mais des droits de l'homme. Cette personne de l'administration Biden est venue avec double discours. Premier discours, la collaboration, pour ne pas dire le dialogue entre les acteurs politiques.
Les acteurs politiques qui étaient diabolisés autrefois, marginalisés autrefois, sont devenus fréquentables, consultables. Elle est venue, elle a été avec Mike Hammer chez Fayoulou, audience solennelle, pas même en coulisses, mais audience solennelle avec drapeau sur le véhicule des États-Unis. Entretien chez JKK, peut-être on ne l'a pas beaucoup montré parce qu'il n'aime pas trop les images. Société civile. Et qu'est-ce que Hammer dit? M. Fayoulou est un acteur politique majeur, important. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la cohésion et le dialogue. Ça veut dire qu'en langage simple, et il souligne d'ailleurs en bas, nous tenons à ce qu'il y ait des élections en 2023. En 2023. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent que si, par exemple, l'Église catholique, qui est d'obédience, on va dire occidentale, l'Église protestante d'obédience occidentale s'oppose à ce que la loi proposée au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'Église l'Église des réveils, hein, avec celui qui a été coopté, qui va pouvoir influer quelque part. Lorsque les églises disent qu'il faut qu'il y ait la majorité au sein de la société civile, au sein de la CENI, veut dire en langage clair, il faut qu'on puisse garder les contrôles de la CENI, nous, société civile. Et donc, les choses risquent de ne pas aller dans le sens du contrôle effectif de la machine. D'où il faut ménager les acteurs et les partenaires. Donc, au plan interne, on va assister dans les jours à venir, dans les mois à venir, à une espèce de recomposition des acteurs, recomposition des alliances. Caméré, s'il va en cassation et ça se confirme encore, là il y aura une cassure. Katumbi, si on continue à maintenir cette loi, parce que c'est souvent les seconds gouttons qui sont utilisés pour les Tchani et compagnie, pour utiliser un peu tout cela, si ça va être déposé à l'Assemblée nationale, là, Katumbi va se braquer. Vous avez vu que Mbemba a déjà publié un communiqué pour stigmatiser tout cela. Tout à fait. Donc, et on a même vu ce matin Adolphe Mouzito qui l'a appelé à quitter l'Union Sacrée, qui a appelé Jean-Pierre Bemba à quitter l'Union Sacrée. Oui. Et le FCC va être renforcé cette fois-ci par qui? Eh bien, par tous les déçus. Parce qu'ils sont en train de se reconstituer aussi, avec tous les PPRD, etc., etc. Donc c'est pour dire que le président a un devoir de repenser sa stratégie de conquête, et conquête, il a déjà le pouvoir, mais de conservation du pouvoir. Parce que sur le plan géostratégique, le dossier, nous en avons parlé hier avec son conseiller principal ici, son conseiller en matière d'infrastructure, les dossiers Inga, par exemple, va être pas une pierre d'achoppement, mais presque. Eric, bonjour. Bonjour, Ndego Stéphane. Comme d'habitude, tout le entretien à Jean-Marie Kassamba. J'avais annoncé d'entrée de jeu que Batouba l'entretien, tout comprendre place ligne Bafaï. Il y a service, il y a communication dans la carte péché, il y a chef de l'État. Commençons d'abord avec le service de communication et chef de l'État. Le service de communication et chef de l'État pêche et ne communique pas convenablement sur le réalisation en chef de l'État. Ne communique pas convenablement avec des stratégies de communication pour éviter ma camonsousou. Jean-Marie Kassamba dit que le chef de l'État ne peut pas dire que je ne t'ai pas informé. Et effectivement, il a raison. Et je dis que je ne peux pas, le chef de l'État ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Puisqu'il a l'ANER, il a la DEMIAP, il a le service de communication qui doit faire le monitoring de tous les médias en ligne, de chaînes de télévision normales, de toutes les radios, sur Internet, partout. Comment le chef de l'État peut arriver à un niveau où il y a que Azala sous-informé, aussi longtemps qu'il y a entouré dans le service ou soit ces services ne font pas leur travail, ou soit ils sont incompétents, ou quoi. Vous avez aussi quelque chose à dire là-dessus. Très bien, monsieur Stéphane. Vous savez, au niveau du service de communication du chef de l'État, on en a parlé, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis bien longtemps, quand Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Avant, on avait M. Abraham Loaka Bouanga qui assurait la communication, etc. Mais il s'est fait qu'il s'est posé un problème. On a essayé de changer. Aujourd'hui, c'est M. Eric Nindou qui est là, près du chef de l'État, qui est dans les services de communication. Mais on sent que rien n'a changé.
C'est-à-dire, on sent que la communication du chef de l'État, comme c'était auparavant, depuis qu'il est devenu président de la République. Non, mais moi, je commence à me rendre compte que Abraham Louaka Bouanga serait mieux qu'Engin d'aujourd'hui. Louaka Bouanga est plus fort. Si vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous verrez que Louaka Bouanga est plus fort même sur les réseaux sociaux, puisque tout ce qui s'est fait du chef de l'État, Louaka Bouanga communique au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai, c'est une manière de communiquer aussi. Mais c'est parce que nous attendons des communicateurs, de ces gens qu'on peut appeler les communicateurs du chef d'État. Pourquoi? Le président a réalisé beaucoup de choses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne savent pas. Beaucoup, je vous dis. Quand vous descendez sur terrain, vous trouverez qu'il y a des choses que le président a fait dont certaines personnes ne savent rien. Ils ne sont pas informés. Très bien. Or, lorsque vous regardez les services de communication de Kabila à l'époque, c'est vrai que Kabila nous a foutu de la merde dans ces pays, mais ils avaient un meilleur service de communication. Notamment si vous prenez par exemple cette chaîne de télévision, Télé 50, avec Jean-Marie Kassamba, dont on faisait la visibilité du Joseph Kabila à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, pas de visibilité. En matière de réalisation. En matière de réalisation, on ne vend pas le chef. Voilà. Tout ce que le chef fait passe inaperçu. Inaperçu. Les routes sur terrain. Très bien. Elles existent. Voilà. Avec le programme de 100 jours. Voilà. Et il y a des routes dans nos provinces qui ont été construites. Dans nos provinces, elles existent. On m'apprendra que quitter Chikapa jusqu'à Kamouichi, vers Kananga, c'est asphalté. Mais je n'ai jamais vu ça ici. On ne peut pas communiquer. Et ce sont les frères qui viennent de là qui m'apprennent. Qui me disent, mais monsieur Stéphane, est-ce que vous savez que le chef de l'État, dans le programme de 100 jours, on a construit ça. Ça, on n'en parle pas. Au moment où je te parle, dans le Congo central, ils ont un bateau moko munene. Oh, il y a déjà. Oh, il y a zelu. Na mai. Oh, mai ezala bien bateau mususu eya. Auparavant, c'était une entreprise belge qui venait ici, qui faisait ce travail-là. Et l'entreprise, on a demandé qu'on a un bon ebele, parce que ma soeur, ils ont côté les manalibon, na mai, on est libongo wana. Ils ont côté sambongo, ils ont fouta. Ils ont fouta, ils ont fouta l'entreprise belge. Sous Joseph Kabila, ça n'a jamais été fait. Mais sous Félix Tshisekedi, c'est fait, c'est une réalisation. Avec l'impulsion. Il y a un peu bateau, on a comme Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Mais est-ce que les gens en ont parlé? Bateau, on a montré. Mais Félix Tshisekedi a fait des choses sur lesquelles on ne communique pas par la présidence. Très bien. Je ne sais même pas la présidence fait quoi concrètement. Je ne vois même pas un magazine qui nous parle de réalisation de Félix Tshisekedi. On nous parle de voyages, on ne refuse pas. Mais les réalisations, les résultats de ces voyages-là, personne n'en communique. Très bien. Vous savez ce que on vient de dire ici, monsieur Stéphane, ça nous fait très mal. Parce que le président a réalisé beaucoup de choses. Mais les services de communication du président de la République ne font rien. Vous savez pourquoi ils ne font rien? Moi, j'ai toujours décrié. La présidence de la République est entourée, ou le président de la République est entouré de beaucoup de ceux-là qui viennent de l'Europe, sous prétexte qu'ils ont lutté pour l'alternance, pour le changement dans ces pays, et qui sont venus, en fait, pas pour travailler pour le Congo, pas pour aider le chef de l'État, mais d'autres sont dans des choses un petit peu compliquées. Parce que ça nous fait mal. Le président, il reste à peu près une année, quelques mois. 2023, le président doit s'expliquer. Mais pour qu'il puisse très bien s'expliquer, il faut une communication. Démontrer réellement ce qui a été réalisé. On ne démontre rien de ce que le président de la République a fait. Lorsqu'on a libéré les prisonniers politiques ici, etc., on n'en parle pas. Très bien. Alors, c'est déplorable. Donc, lorsqu'on regarde tout ce que le président a réalisé, n'est-ce pas? On ne communique pas sur ce que le président a réalisé. Et puis, deuxièmement, de Stéphane, le président, avant de pouvoir parler, le président, avant de pouvoir s'expliquer devant le peuple, mais il a un service de communication. Ces gens doivent travailler sur la communication du président de la République. Le président ne peut pas se dire que je n'étais pas informé. Le président ne peut pas tenir ses discours. Et ce n'est pas une première fois. Rappelez-vous l'affaire des Minembwe. Lorsque Azarès Robert est arrivé, qu'il a communiqué pour dire que le président trouvait que Minembwe était une priorité des priorités et qu'il fallait donner cette partie-là au Banyamulenge, le président avait dit
qu'il n'était pas informé de ce qu'il voulait Très bien. était en train d'être préparé. Ça prouve l'incompétence des services de communication. Il y a chef de l'État et d'autres services. Bref, le chef de l'État doit balayer sa cour. C'est ça ce que le président doit faire. Et nous proposer des gens. De personnes sérieuses, des gens qui ont de la matière. Compétentes, des personnes compétentes qui vont certainement faire un bon travail. Mais ces personnes sont là. Ils oublient que le président Félix, c'est un politique d'abord. Un politique est comparé à une marchandise. Lorsque tu ne fais pas la publicité de ta marchandise, personne ne viendra l'acheter. Et en politique également, lorsque vous ne faites pas la communication politique, personne ne vous donnera le crédit. Très bien. Personne ne vous donnera encore la possibilité de rester encore au pouvoir. Ça, c'est très important. Les adversaires du président Félix Tshisekedi, comme homme politique, en 2023, vont jouer sur ces histoires. Et ils vont jouer sur la faiblesse du président pour tromper le peuple congolais. Très bien. Or, le président a fait beaucoup. Personne ne nous parle aujourd'hui, ne nous dresse même le bilan dans le secteur des droits de l'homme. Il n'y a plus d'arrestations arbitraires dans ce pays. On en parle même mais pas. Les services de communication n'en parlent pas. Il n'y a plus de cachot de fortune. Les gens ne sont plus détenus à la nerf. Les gens n'en parlent plus. Les gens ne sont plus torturés à la nerf. Mais ce sont des prouesses réalisées par le président Félix Tshisekedi. Mais pourquoi on n'en parle pas? Donc le service de communication, c'est juste le fiasco. Mais ils ne sont que là, ils sont payés chaque fin du mois. Et ils vous touchent beaucoup d'argent. Ils touchent beaucoup, mais ils ne font absolument rien. Nous qui soutenons le chef de l'État, nous disons non, vous êtes incompétent. Dégagez s'il vous plaît. Vous êtes incompétent. Au-delà de ça, M. Stéphane, le voyage que le président a fait, vous savez, le président a rapporté combien? Il y a beaucoup ce que le président fait. Et la coopération avec certaines nations. Les investisseurs qui ont accepté de venir investir ici. Aujourd'hui, le président a signé un contrat. En fait, la République démocratique du Congo a signé un contrat. Il y a le président, bien sûr. Il y a le président pour le barrage Inga. Voilà. Le président a dit depuis que le Congo a été Congo, on n'a jamais vu une entreprise sérieuse comme ça qui est venue avec des capitaux, mettre de moyens pour ces... Et on n'en parle pas. On n'en parle pas, le service de communication n'en parle pas. Ils sont là simplement là en train de faire de tout. Regardez ce que fait Katumbi et ses enfants. Bazama casse avec leurs journalistes pour nous embrouiller avec Makamusu, tel et ceci, tel et cela. Et on nous pollue avec l'information aux Yamalongate. Et ils sont là. Et Jean-Marie est allé plus loin, c'est un deuxième point, pour dire que FCC se renforce. Le FCC se renforce avec le mécontent Katumbi, avec le mécontent Kamere. Très bien. Quand ça me révèle encore que le fait pour Kamere, ça l'a condamné, à la cassation. Pour pas casser, ça là. Entre-temps, Billy Kambal est sur terrain, vous voyez ce qu'il fait. Ils ont tous rejeté Makamu dans mon Congo Félix, soit disant que c'est Félix Nemutu, à Kangi Kamere. Et plus loin, même la MONUSCO a dit qu'elle voudrait voir le processus électoral de 2023 inclusif. C'est pour dire quoi? Quel message? Il faut faire sortir Kamere puisqu'il sera candidat. C'est que Botika Kamere et Bokangi sont prisonniers politiques. Et pourquoi le service de communication chef de l'État, ils ont bien qu'à comprendre la communication politique au côté. Ces communications politiques, Kambale, MONUSCO, Fayulu, Katumbi, Kabila, il faut mettre ça aussi. Et Kabila, Katumbi, Kamere. Et ma image à Félix, sans que Batoubayeba. Nous sommes tous les jours. Nous sommes là tous les jours en train de parler. Il y a la réalisation chef de l'État. Mais est-ce que ces gens-là, si on a une activité chef de l'État, on a renfermé Bango. Mais vous êtes en train de tuer le chef de l'État sur le plan communicationnel. Et nous sommes totalement désolés. Et ça, je partais plus loin. Je vais dire que c'est de l'incompétence. Très bien. Le chef dit que je ne suis pas informé. Et le service directeur de la communication aux à l'aise. Monsieur démissionné. Et puis je me demande, il fait exactement quoi? Et vous savez, depuis qu'Eric Nindou est là, et ça fait beaucoup de mois déjà qu'il a remplacé le Wakabwanga. Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé en termes de communication? Moi, je voyais, on peut parler les 100 jours. Faire parler les 100 jours, c'est-à-dire... Ce qui a été réalisé. Pour la Kisabat, na Congo central et les Soussou. Et ça, dans le cadre 100 jours. Maintenant, on a Seigneur.
il y a des choses réalisées par le chef de l'État. Ici à Kinshasa, il y a des routes, des tronçons. Oh, le chef de l'État, ça y est, on a 100 jours. L'état des sièges. L'état des sièges ici. Mais c'est une grande décision prise par le chef de l'État. Vous savez qui en parle? Oh, ça va prouver sur ma casse. La seule personne qu'aujourd'hui, je dirais, étant que ministre dans le gouvernement, c'est lui qui en parle, qui est au four et au moulin, c'est M. Patrick Muyaya. Or, il fait même le travail du service de la communication. Il y a présidence. Mais depuis que Kabila a été président de ces pays, a-t-il déjà décrété l'état des sièges? Or, à ce moment, il fallait dire, voilà ce que le président est en train de faire pour éradiquer les groupes armés. On n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est facile. Mais les gens sont en train de tuer le président Félix et ça nous fait énormément du mal. Voilà, c'est qu'a été notre point de vue Nabiso. Dans 20 premières minutes, où il y a Jean-Marie Kassamba. J'aimerais tout la deuxième partie. La deuxième partie, à l'obéli Makambo ya Kabila, à l'obéli Makambo ya Mbongo, il ne faut pas passer à Kabila. À l'obéli Makambo que Kabila ne voulait pas s'éterniser au pouvoir. A-t-il tort ou raison? Toyo Kaye. Et puis nous reviendrons ici pour faire des analyses. Écoutez, Joseph Kabila est dans un état d'esprit très serein. D'ailleurs, il est très calme, il vit bien. Sauf qu'il est très préoccupé par la situation de notre pays sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, surtout sur le plan aussi du social des Congolais, dans nos provinces, la hausse de prix, la situation qui dégénère un peu partout avec la pandémie aujourd'hui. On a vu comment il a été ovationné à Kenge par la population. Il évite de beaucoup sortir parce que chaque fois quand il sort, il y a l'effervescence. Sans avoir prévenu. Il n'y a pas eu de bande passante sur T50. Urgence, Joseph Kabila arrive à Kenge. Il arrive et d'abord, c'est pour ça qu'il a même choisi d'aller vers Kenge parce que il y a un peu plus de verdure, mais dès qu'il arrive en ville, ça crée cela. Mais il est serein et calme. Mais par contre, il est très consulté. Vous savez, quand il est parti au Qatar, un peu à Dubaï, et un peu, il a fait ses tournées jusqu'en Afrique du Sud, très sollicité pour d'abord des conseils sur ce qui se passe dans notre pays. Et puis, quand il avait reçu la représentante du secrétaire général, la dame Bintou, qui lui a présenté aussi ce que les États-Unis, plutôt les Nations Unies constatent chez nous, en lui demandant qu'est-ce qu'il en pense, eh bien, il leur dit, nous devons rassurer nos partenaires, nous devons tout faire pour que notre pays reste en paix. Aujourd'hui, il est devenu un acteur majeur en termes de consulting. Pourquoi? Parce qu'il a quand même fait 18 ans, pour ne pas dire 20 ans, depuis qu'ils étaient venus avec son père. Et donc, il connaît un peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans notre pays. Mais il est en soutien à son frère et successeur. Vous voyez que pour leur anniversaire respectifs, ils se sont appelés, ils se sont fait des petits cadeaux, etc. Ils causent. C'est quelqu'un qui est très positif. C'est quelqu'un qui est très préoccupé par l'unité de notre pays, la paix de notre pays. Donc, les gens parfois qui nous prêtent des intentions ou qui parfois disent, mais Joseph Kabila, il a l'hantise de revenir au pouvoir, que Tshisekedi échoue. Non, bien au contraire. La réussite de Félix Tshisekedi ferait du bien à Joseph Kabila parce que ce sera la continuation de ce que lui il a fait. Là où il a mal fait ou plutôt moins bien fait, si Félix Tshisekedi rajoute, améliore, c'est les Congos qui gagnent. Parce que les routes faites par Tshisekedi, il ne va pas les mettre sur sa tête. Et puis, un jour, le mandat va se finir, ces routes vont rester. Les bâtiments dans lesquels travaille aujourd'hui Tshisekedi, il y a l'Union africaine, c'est lui qui les a réhabilités, c'est Joseph Kabila. Bâtiment intelligent, c'est Matata. Donc, c'est le Congo en réalité. Et donc, la réussite de Félix Tshisekedi, c'est la consolidation du travail qui a été entamé par Joseph Kabila. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rassurer à l'interne. Mais c'est un homme politique, par ailleurs. Il a sa famille politique, il a des soutiens, il a des gens qui aimeraient qu'il joue encore un rôle pour ne serait-ce qu'aiguiller ce qui se passe dans notre pays. Et donc, c'est quelqu'un avec lequel il faut compter désormais. Tout à fait. On va parler également de l'Afrique, quelques mots d'Afrique, parce que Joseph Kabila était très admiratif de quelqu'un qui a perdu la vie hier, notamment M. Kenneth Kaunda,
père de l'indépendance zambien, parmi les premiers, on va dire dans la classe de Lumumba et consort. Il était pratiquement le dernier, il est mort hier à 97 ans. On aimerait avoir un témoignage de vous, Jean-Marie. Moi, j'étais avec Joseph Kabila à Lusaka, d'ailleurs en 2017, 2018 d'ailleurs. C'était presque à la fin de son mandat. Et il avait tenu à rencontrer Kenneth Kaunda. Donc, il a fini les visites officielles. On a même visité, il y a un cimetière à Lusaka, des anciens présidents. Il est parti les rendre hommage, déposer des gestes de foi, etc. Et puis, il a dit, il faut absolument, avant que je reparte sur Kinshasa, que je voie le président Kaunda. Et nous sommes allés, effectivement, dans cette résidence où était retranché Kaunda. Moi, ça m'a fait la chair de poule de voir ces Kaunda, parce que moi, quand j'étais enfant, on voyait tous ces présidents-là à la télévision, dans les journaux, les Julius Nyerere, Kaunda, les Kayibanda, bon, nous on était des enfants. Et là, je l'ai vu là, Kaunda, à plus de 90 ans. Et il parlait un anglais très châtié, vous savez, il est très british, avec Joseph Kabila, pour encore donner des conseils. Moi, j'avais parlé avec Kaunda au Nigeria, à Abuja, et effectivement, lorsqu'il s'occupait du sida, la lutte contre le sida, c'est le président Sassou qui présidait l'Union africaine à ce moment-là. Et j'ai échangé un peu avec lui, et c'est quelqu'un, voilà, c'était ces jours-là. Sur les images, justement, c'était voilà, ce jour-là. Ces jours-là, et voilà. Et ils étaient là comme ça, moi j'étais juste en face. Voilà. Et le président Kabila parlait avec Kenneth Kaunda. Et je me souviens très bien de ce jour. Je crois que vous avez même fait un direct à l'aéroport pour l'accueil de Joseph Kabila. Ça devait être un samedi. Absolument. Voilà, exact. C'était un samedi, parce qu'on est rentré dimanche. Et donc, oui, j'étais là juste à côté. Quand on a fini, il nous a salués, toujours avec son mouchoir blanc, là, vous voyez, à la main de Kaunda. Ces mouchoirs blancs, c'est depuis toujours. Et apparemment, il a beaucoup d'affection pour Joseph Kabila. Il lui a adressé un message au moment de l'alternance. Il a dit à Joseph Kabila, je cite, qu'il entrait parmi les grands noms de l'Afrique pour son développement et pour son honneur. Parce que ces jours-là, Joseph Kabila était président de la République. Et beaucoup de gens ne savaient pas qu'il n'allait pas se représenter. Mais Kaunda était au courant. C'est pour ça que le président Kabila, je peux maintenant le dire aujourd'hui, il m'a dit, sur notre continent, il faut que les gens apprennent à devenir des anciens présidents. Et je vais voir le doyen, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et donc, Kaunda lui a donné des conseils de papa, de grand-père d'ailleurs, de grand-père. Et Joseph Kabila, il était content. Je ne sais pas pourquoi il était... On voit son sourire. Il était très content. Voilà. Il était très content, très heureux. Et puis moi, en sortant de là, je lui posais la question, mais pourquoi vous êtes... Il dit, mais écoutez, on devait suivre ce type de modèle. Voilà quelqu'un qui est chez lui, qui a été père fondateur de ce pays, et personne ne le dérange. Vous voyez? Et Kaunda est mort à Lusaka, en Zambie. Tous les présidents qui sont venus l'ont trouvé là. À un moment donné, on l'a fait même... Oui, oui. Mais Kaunda est resté. Il a dit, mais où est-ce que vous voulez que j'aille? Il est resté chez lui, Kenneth Kaunda. Et je pense que c'est une leçon. C'est pour ça qu'aussitôt décédé, Joseph Kabila a fait publier donc, ce message de compassion. Parce que c'est ça l'Afrique. Il faut qu'on apprenne à devenir un ancien président. Un ancien Premier ministre. Voilà, ça c'était au cours d'une messe. Et regardez derrière... Voilà, on voit Moïse Katumbi. Oui, absolument. Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Et Joseph Kabila. Ce n'est pas une relation d'aujourd'hui, ça date. Non, ça date. Ça date bien de longtemps. Et donc c'est pour vous dire que l'autre anecdote, c'est au Palais de la Nation. Alors, quand Joseph Kabila faisait visiter Félix Tshisekedi, les couloirs, vous savez, il y a les photos des anciens présidents. Il y a Kasavubu, Mobutu, Mzee et Kabila. Et puis, Joseph Kabila a dit au président Tshisekedi, vous savez pourquoi j'ai gardé cette place ici? Il dit non, parce que chaque fois quand je passe ici, je me disais toujours que ma photo sera aussi affichée ici comme ancien président. Donc il faut préparer aussi ta photo pour ancien président. Et donc c'est ça l'être humain. L'être humain doit être, on va dire, sincère avec lui. Sincère avec lui, ça veut dire qu'on est de passage. Pendant qu'on est là, il faut qu'on fasse du bien, il faut qu'on construise, il faut qu'on marque notre temps. Kenneth Kaunda, qu'est-ce qu'on gardera de lui? Eh bien, c'est lui qui a lutté
pour l'indépendance de la Zambie, avec cette ligne de front. C'est lui qui a hébergé l'UNITA, pas l'UNITA, le parti sud-africain, l'ANC. Oui, il y avait une base de l'ANC en Zambie. De l'ANC en Zambie. C'est pour ça que Mandela, on a une photo d'ailleurs avec Mandela et Kenneth Kaunda. Voilà. Justement. Et Mandela était venu remercier Kenneth Kaunda pour tous les combats de la ligne de front contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, Kenneth Kaunda, parmi ceux qui se sont opposés à l'apartheid, luttaient pour l'émancipation, même pour l'indépendance de l'Angola. Effectivement, c'était Kenneth Kaunda. Les pères indépendants comme les Julius Nyerere, les Kwame Nkrumah, etc. Et donc, la mort de Kenneth Kaunda, chez lui, à 97 ans, à 3 ans de 100 ans, ça démontre que si vous faites du bien, il sera rendu. Oui, il sera rendu. Et aujourd'hui, unanimité mondiale et surtout hommage à ces grands hommes que j'ai eu la chance de saluer. Et ma foi, je lui ai dit thank you ces jours-là, de tout ce qu'il avait pu faire pour notre continent. Alors, on va finir certainement par là, par un autre ancien président qui est en train de faire sensation actuellement dans le continent, c'est Laurent Gbagbo. Il a regagné Abidjan hier après près de plus de 10 années d'injustice, on va le dire, parce que la CPI s'est finalement rétractée. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire désormais, Jean-Marie Kassamba? Vous en savez quelque chose? Écoutez, Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Voilà ce qu'on appelle, on dit en Côte d'Ivoire, un garçon. C'est un garçon, un vrai. Ce type, enfin excusez-moi, c'est professeur d'histoire, parce que c'est ça sa spécialité. Était en exil en France, lorsque nous faisions nos études là-bas. Il était dans un petit studio, dans les quartiers vers Strasbourg-Saint-Denis là-bas, où il écrivait ses livres en tant qu'opposant et il faisait sa thèse en histoire en France. Il était opposant au Houphouët-Boigny. Il avait créé son parti politique, le FPI, et souvent, nous, quand on faisait des émissions à la radio, on les recevait, eux, avec l'Alpha Condé et les autres qui critiquaient toujours la politique africaine de la France, etc. Et ils nous disaient, moi, je serai président des Côtes d'Ivoire. Et ils nous disaient, mais par quelle magie, Houphouët-Boigny tout-puissant, etc. Éternel. Oui. Il dit, non, je serai président des Côtes d'Ivoire. Effectivement, il est rentré en Côte d'Ivoire. Les jeunes comme les Guillaume Soro et les autres, les Blé Goudé, étaient étudiants encore sur les campus d'Abidjan. Et lui, grand leader, dans les années 80, avec ce qu'on appelait la démocratisation des conférences nationales, etc., il a lutté. Pendant 10 ans, il était l'un des premiers à être candidat contre Houphouët-Boigny. Il a perdu pour la première fois. Mais après, il a gagné contre Bédié lorsque Houphouët-Boigny était décédé. Et il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Panafricain. Quelqu'un qui défend la Côte d'Ivoire, l'Afrique avec des valeurs africaines. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, nous étions là-bas en tournée de presse, j'ai vu sur la même table, lui, président, Ouattara, Guillaume Soro, Konan Bédié, et le président Sassou, qui était au niveau de l'Union africaine, faisait la médiation. Mais Gbagbo disait toujours, il était toujours dans sa chemise pagne, là, patéo, l'Afrique doit s'émanciper. Voici quelqu'un qui avait gagné les élections face à Ouattara. On a même bourré les urnes dans le nord, parce que Ouattara, il est du nord, là-bas, à frontière avec le Burkina Faso. Parce que Ouattara, il est en réalité un Burkinabé. Il était venu, comme tous ces étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, adopté par Houphouët-Boigny comme expert, parce que c'est un grand économiste. Il était fonctionnaire au niveau du FMI, même directeur là-bas. Et après, tripatouillage un tout petit peu, bon, intégration, paf, héritier de Houphouët-Boigny, et il s'est improvisé un peu, enfin improvisé. Il est devenu ivoirien, et Konan Bédié n'a pas vu ça d'un bon oeil. Il a sorti l'ivoirité, et ça a créé la guerre. Mais comme Ouattara avait beaucoup de soutien, notamment des Sarkozy, notamment des milliers financiers, on a tout fait pour étouffer Gbagbo. Et c'est les Nations Unies qui avaient joué un rôle très mauvais à cette époque-là. Le bombardement du palais présidentiel d'Abidjan, ce sont les bombes françaises et des Nations Unies. On les voit même, on voit les éléments français jusque dans la chambre. C'est les commandos, c'est les services secrets, enfin, excusez-moi du peu, les militaires français de la base d'Icône qui sont là-bas, qui ont fait un peu tout ce travail. On a arrêté ce monsieur.
je veux dire, on l'a enlevé. D'abord d'Abidjan, on l'a mis un peu dans le nord là-bas, dans une petite maison. Ensuite, on l'a livré alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé la charte de Rome avec la CPI. On l'a arrivé là-bas, la pauvre Bintou, enfin, comment elle s'appelait, la Gambienne, la Bensouda. Fatou Bensouda. On lui a donné, on lui a mis des phrases dans la bouche. Mais dans le dossier, c'était vide. Pendant 10 ans, on a cherché. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour trouver? Rien. Il vient de perdre 10 ans de sa vie, comme Jean-Pierre Bemba. 10 ans de sa vie. Mais il a gardé le moral. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré hier en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire. On a dit Abidjan et Dou. Enfin, Abidjan et Dou, naturellement. À Yopougon, Trècheville, partout, mais c'était l'effervescence. Il est rentré, alors qu'il est condamné à 20 ans, soi-disant, de la casse de la BCEAO, alors que, mais le pays était enflammé. Ouattara, que vous voyez à côté, un grand capitaliste, ils se connaissent bien avec Laurent Gbagbo. Ouattara, que vous voyez ici, ils se connaissent très bien parce que Ouattara est un technicien et économiste, surtout, qu'on appelait plutôt à l'époque, Houphouët-Boigny avait pris pour l'aider sur le plan de la restructuration de l'économie ivoirienne. Mais Gbagbo, c'est un politique pur sucre, idéologue, un peu comme les Alpha Condé, un peu comme les Sassou, comme ça. Et lui, c'est un panafricaniste. Comme quoi, même si vous donnez aux Occidentaux tout ce que vous avez, s'ils vous mettent dans les lignes de mire, ils vont toujours vous causer des problèmes. Le port d'Abidjan, il a donné à Bolloré, il a donné plein de marchés. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a le pétrole, il y a les cacao. Mais Ouattara est parti dire non, à Sarkozy, non, il faut le faire sortir de là, après je vais vous donner tous les marchés. Mais aujourd'hui, l'histoire donne raison à Gbagbo. Il est rentré chez lui. Peut-être qu'il sera plébiscité s'il y a des vraies élections qui vont se faire dans quelques instants. Là, il est rentré avec tous les honneurs en tant qu'ancien chef d'État. Bon, hier, il a snobé quand même le palais de... comment on appelle ça, le pavillon présidentiel, parce que Ouattara avait mis à sa disposition qu'il ne descende pas les pavillons. Au lieu de lui envoyer un jet privé, il a dit non, moi je viens avec SN Bruxelles, comme un passager simple, mais arrivé sur place, c'était l'effervescence. Moi je suis très admiratif des gens comme Laurent Gbagbo, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas enrichi. C'est quelqu'un qui vit simple, il mange son foutou, hein, vous voyez, en Côte d'Ivoire, tchéké, foutou, avec tout sa ça, chemise en pagne, avec la sauce graine, voilà. Et il parle un français ivoirien. Du peuple. Voilà, il s'habille plutôt comme ça. Voilà, moi, chaque fois quand je vais à Abidjan, il nous recevait à Cocody là-bas. Il a une villa à la Riviera. Mais maintenant, c'est l'État ivoirien, parce qu'en tant qu'ancien chef d'État, il a ses droits. Comme Joseph Kabila a ses droits en tant qu'ancien chef d'État. Je ne sais pas pourquoi, chez nous, on fait toujours des débats. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré, on va lui payer ses indemnités d'ancien chef d'État de 10 ans qu'il n'avait pas touché. Quelque chose comme 15 millions ou 20 millions d'euros comme ça. Ensuite, il a un salaire de 25 000 euros par mois. Il a 9 gardes. Il a 3 véhicules, il a des soins de santé, il a voilà. Et moi, je suis très admiratif de ce monsieur. Maintenant, il peut mourir en paix chez lui. Il a vaincu. Voilà l'homme qui a vaincu la CPI. Kassamba dit que Kabila est à l'aise, il est très sage, il ne voulait même pas s'éterniser au pouvoir puisqu'il savait qu'il y avait la vie après la présidence. Est-ce que sur ce point-là, l'homme a raison? C'est faux et archi faux. Kabila n'a jamais voulu quitter la RDC. Ni le pouvoir. Ouais. Et on en a vu dans l'FCC Cash qu'il voulait toujours rester dans les institutions, faire tout ce qu'il voulait faire là. Et aujourd'hui,
Kabila a dirigé les Congo, on a vu des retombées machiavéliques, des détournements et tout ça, on en a vu. Donc Kabila n'a jamais... Ça, c'est, en fait, on sait aussi comment Jean-Marie Kassamba fonctionne de voix. Moi, j'ai toujours dit, c'est un journaliste près de Joseph Kabila. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bonnes quand il dit, par exemple, ce qu'il vient de dire sur la communication du chef de l'État, ça, quelque part, il a raison. Mais dire que Kabila a aimé le Congo et que Kabila... Non, ça, c'est faux, c'est archi faux. Kabila n'est pas un modèle pour la République démocratique du Congo, puisqu'aujourd'hui, si nous voyons, je prends l'exemple de l'UGF, tout ce que l'UGF présente aujourd'hui comme, n'est-ce pas, voilà, avancer dans la gestion, ça nous démontre réellement qu'il n'a pas géré les Congo très bien. Et puis Kabila n'a jamais voulu quitter les Congo. 2016, l'organisation des élections, on sait ce qui s'est passé. Monsieur Kabila n'a pas voulu quitter les élections. Nous sommes allés d'abord de dialogue en dialogue, le dialogue du camp Tchachi, qui a créé Sami Badibanga Premier ministre, et puis après ça posait problème. On est allé après ça, dialogue de la Cinco, dont on est allé prendre quelqu'un de l'IDPS. D'abord, on l'a arrêté, on a créé des choses et un petit peu ça. Il va trahir Tshisekedi, Chibalanzenze, il sera Premier ministre. On a vu tout ce qui a été, on organise des élections, etc. Et on sait ce qui a été fait. Et même lors de la remise et reprise, Kabila voulait rester dans les institutions. Il a bloqué Félix Tshisekedi. Et bien, jusqu'à ce que la sagesse de Félix Tshisekedi a primé sur la sagesse de beaucoup de gens voulaient même qui ne pensaient même pas que l'FCCK pouvait ne plus travailler ensemble. Et bien voilà ce qui ça a été. Donc, si Jean-Marie Kassamba dit, on comprend que c'est un kabiliste aussi, de journaliste près de Kabila, mais il n'a pas totalement raison très bien. Jean-Marie Kassamba doit savoir également que M. Joseph Kabila, qu'il défend bien, je comprends, c'est son porte-parole en quelque sorte, l'homme n'a jamais accepté de quitter les pouvoirs, l'homme n'a jamais été pacifique, et il a massacré les Congolais comme il voulait, vous voyez, puisqu'il y a eu des marches pacifiques qui ont été réprimées en sang dans notre pays, il y a eu des arrestations arbitraires, on a assisté à des fausses communes dans ce pays, on a assisté à des rébellions même au centre-ville de Goma dans le Nord Kivu, on a assisté à l'insécurité grandissante dans toutes nos provinces, nos frontières, on a assisté même au massacre de Kassaïen dans ce pays. Je me demande, la mort des activistes au Kasaï, il y avait quelle armée Oyo Esengela-ki no FRDC va utiliser Mandoki pour na kokinde ko boma kuna. On a assisté ya ke batu ba longwa na ba province na ba village batika ba nyama et batika bibwele batika bandako ba case brûlée batu tué de jeunes massacrés na kati ya bandako. Même 2 experts internationaux au Bakoufa, et ça pèse jusqu'aujourd'hui sur la RDC. Et donc, Jean-Marie Kassamba doit savoir que Kabila n'a jamais été pacifique. Kabila voulait s'accrocher au pouvoir du fait qu'il savait très bien que Astara va crime et belé, et il va poursuivre hier un jour. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons, et tout Congolais attend, surtout l'interpellation à Kabila dans la justice. Très bien. Ça, les gens le savent. Jean-Marie donne encore un autre exemple, non, avant de donner cet exemple, de parler de ces dossiers, il dit le FCC se bat pour revenir au pouvoir avec des manières. Non, mais écoutez, le FCC n'a plus l'âme, le FCC n'a plus un discours, le FCC n'a plus la volonté au peuple congolais pour avoir un pouvoir. Le FCC peut faire tout, mettre en place toutes les stratégies possibles. Oui, Bakatumbi, Baboye, c'est bien, bon, on ne refuse pas. Mais vous devez savoir que la congolité toujours, de père et de mère, va primer. Et au-delà de ça, il dit que Joseph Kabila, on doit lui donner son argent, le 680 000 $ chaque mois, puisque Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, a salami kolebele dans ces pays, mais l'air va libérer la Côte d'Ivoire a essayé à Zopesa, Gbagbo Bambongo Nyonso wana. Vous trouvez que la RDC ou le pays est bien privé à Kabila pour n'a pas la bozo bawana. D'abord, quand Kassamba dit que l'FCC travaille pour rentrer au pouvoir, c'est faux. Il confond peut-être la RDC et les États-Unis. Il pense que c'est deux courants politiques, c'est-à-dire les démocrates et les républicains. C'est pas comme ça. Ça, des fois, c'est les démocrates qui ont le pouvoir, des fois, c'est les républicains. Donc, de ce côté, Jean-Marie Kassamba se trompe. L'FCC, pour avoir le pouvoir aujourd'hui, c'est très difficile. En tout cas, je ne veux pas même rapporter ce que les autres disent. Et deuxièmement,
quand il dit c'était encore quoi Bapesa Kabila Mbongo sans retard, d'abord sans condition, puisqu'il dit Kabunda Zoloba il faut train de vie et quitte et consort, il y a bien institution. Ouais, d'abord Makambuya Bambong, il y a Kabila Wana, ça a été élaboré dans l'Assemblée nationale, il faut revoir cela. Je crois que l'autre fois, Yamba qui. Comment il s'appelle Yamba qui, celui qui est devenu aujourd'hui ministre, qui en a parlé. Ouais, Mutinga, Modeste. Qui en a parlé, tout ce qui a été fait. Et donc, Bisoto Lobarango, toujours. Salaire, on va ça Kabila, c'est trop. Et ça, il faut revoir ça. Et ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Vous savez, les anciens présidents, ils ne touchent pas ce que Kabila touche là. Il faut revoir ça. Vraiment, il faut revoir ça. Et quand il dit qu'il faut commencer à payer Kabila, il faut rien normalement. Donc, chaque fois. Mais je vois que Jean-Marie Kassama est motivé. Que ça ne scandalise pas les gens. Que ça ne scandalise pas non, les gens. Il fait le lobbying, il fait la pression. Moi, je pensais que Jean-Marie Kassama pourrait dire qu'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État et agents de l'État. Moi, je pensais que Jean-Marie Kassama pouvait dire, puisque il faut qu'il y ait bango, infirmier, bazali dans la grève. Je pensais que Jean-Marie Kassama pouvait dire peut-être que infirmier, bazali dans la grève, il faut qu'on augmente le salaire dans bango. Je n'ai pas vu ça. Je pensais que Jean-Marie Kassama enseignant, la nouvelle unité, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais il parle d'une personne et il voudrait, je crois qu'il pouvait peut-être dire, au-delà de 680 pour n'en pas accélérer sur sa terre, bon, il ça peut-être à 80 et tout ça, 800 000. C'est ce qu'il peut peut-être demander encore. C'est pour vous montrer que Jean-Marie Kassamba, lui, comme on a toujours dit, c'est un kabiliste, journaliste près des Kabila qui va défendre les intérêts des Kabila. Et il n'a pas, ici, tant à réfléchir, bon, il n'a pas parlé du peuple. Il parle des Kabila, la personne des Kabila. Or, nous sommes là en train de dire que l'État congolais doit améliorer les salaires des agents de l'État, les conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Puisque tant que vous avez amélioré les conditions de vie à votre peuple, les pays aussi avancent. Très bien. Merci et vous avez compris que ton métier Koloba Ozaki Mutuya. Merci à Gims et à Dida Lumumba. À très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.